Très chers téléspectateurs de la radio-télé Osana, bonjour et bienvenue dans l'émission Cinéforum, un programme de vacances. Aujourd'hui encore, mes co-débatteurs et moi, nous vous rejoignons avec un tout nouveau film. Aujourd'hui, le film est Des mains en or, des mains en or. C'est un film qui fait partie des ouvrages négro-américaines. Lorsqu'on parle des ouvrages négro-américaines, on parle d'un ensemble de réalisations, un ensemble de choses formidables que les Noirs américains ont fait, mais qui ont très souvent été tués, qui ont été étouffés pendant un long moment. Aujourd'hui, ces ouvrages sont coulés en film pour toucher la majorité de la population, et en particulier les personnes qui ne lisent pas toujours les archives. Alors, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Pour commencer, le personnage principal du film est Benjamin Carson, docteur en neurochirurgie pédiatrique. Lorsqu'on parle de la neurochirurgie, on voit les opérations qui concernent le cerveau. Alors, neurochirurgie pédiatrique, là on parle du cerveau de l'enfant. Oui, il opérait les cerveaux des enfants. On commence. Est-ce que l'un d'entre vous peut me citer les personnages, les différents personnages du film et leur principale fonction? Il y a Benjamin Carson, c'est l'acteur principal, et c'est lui qui, au début, était pas intelligent, intelligent, mais qui ne s'était pas encore connu, et après, il a connu une ascension. Ok. Vas-y. Il y avait aussi Elisabeth, qui était la mère de Benjamin Carson, elle qui était la force du fils et tout, c'est elle qui fortifiait son fils à pouvoir encore découvrir ses capacités. Ok. Pour plus d'infos, Benjamin Carson, je crois que vous pouvez faire des recherches sur lui. Je sais pas, je crois qu'il est toujours vivant. Ah oui. Benjamin Carson a effectué 5 opérations des jumeaux, séparation des jumeaux crânio-pagus. Ça veut dire, bon, ça parle des jumeaux siamois. Un enfant siamois, enfin des enfants siamois, ce sont des jumeaux qui sont nés collés d'une partie du corps. Et des jumeaux crânio-pagus, ce sont ceux qui sont collés de la tête. Il a effectué 5 opérations de séparation de ces jumeaux. Il a opéré des centaines d'enfants et il est resté neurochirurgien jusqu'à la fin de sa carrière. Sa femme et lui ont mis en œuvre la bourse d'études Carson qui est offerte aux plus méritants. Okay. À première vue, que pensez-vous de Benjamin? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Pour commencer, Benjamin est un fils noir qui a grandi en Amérique. Et au début, il n'était pas vraiment intelligent, il n'avait pas encore cette maîtrise de lire, d'étudier, mais quand il a commencé à comprendre et à lire, aller à la bibliothèque, c'est ce qui a fait les déclics chez lui. D'accord. Benjamin Carson est un noir américain issu d'une famille défavorisée et qui a grandi dans un quartier vraiment défavorisé, mais qui a connu une ascension grâce à l'ouverture que sa mère l'avait donnée vers les livres et les conseils qu'il a reçus d'elle. Ok. Vas-y, Lucie. Bon, à première vue, quand on regarde Benjamin, on voit que c'était un enfant qui n'aimait pas vraiment étudier. Il se croyait plus faible que les autres parce qu'il n'avait pas encore découvert ses capacités. Il ne savait pas encore ce qu'il pouvait faire. Mais au fur et à mesure qu'on voit les films, on arrive à voir que Benjamin arrive à changer suite au conseil que sa mère lui avait donné. Oui, c'est vrai. Quand on regarde Benjamin Carson, on voit un enfant intelligent mais qui ne croit pas en lui. Et après, quand sa mère lui a donné une ouverture, quand sa mère lui a dit de commencer à lire, lui et son frère, c'est quand il s'est ouvert, c'est quand il a commencé à se documenter et il a ouvert plusieurs portes pour son avenir en lisant des livres. Oui. Bien sûr, à première vue, Benjamin est un enfant assez brutal, négligent, qui n'aime pas vraiment les études. Mais en poursuivant le film, on le découvre sous une autre facette. Alors, qu'est-ce qui vous marque dans les débuts
de Benjamin? Au début, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'est-ce que vous voyez dans sa classe? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Moi, personnellement, ce qui m'avait touché dans la classe de Benjamin, c'est que tous ses camarades de classe déjà le prenaient pour un radin. Donc, il pouvait pas, donc il n'avait pas une place de choix dans la classe parce qu'on le prenait pour un garçon en dessous de la moyenne. Mais ce qui m'avait plu, c'est que à la fin de son cycle, donc je crois secondaire, il s'est distingué et à cause de sa distinction, et vu que c'était un enfant de couleur, il s'est l'une des professeurs de cette école avait montré son mécontentement. Ça m'avait beaucoup touché, ça m'avait un peu conscientisé aussi. Oui, c'est vrai. Vas-y, Stewart. Au début, on remarque que Benjamin était un garçon négligent et qu'aussi quand on lui parlait de faire plus que la moyenne, ça l'étonnait. Et aussi, quand il était en train d'étudier, tout le monde le prenait au plus bas. On ne faisait que le négliger. Et c'est ça qui m'a marqué dans ce film. Oui. Quand je suis vu le film, j'ai remarqué que Benjamin Carson, c'est un enfant qui était faible oralement. Il ne savait pas se défendre par la bouche parce qu'il n'était pas documenté. Il ne savait pas quoi dire parce que il connaissait, je peux dire qu'il ne connaissait pas encore plein de choses. Il connaissait presque rien, il ne connaissait pas des auteurs. Il ne se concentrait pas trop sur le son, donc il était faible oralement. Il était faible psychologiquement parce qu'on l'atteignait facilement psychologiquement par ses camarades de classe. Oui. Bon, dans la classe de Benjamin était beaucoup plus méprisé parce qu'il n'avait pas la même peau que les autres, parce que lui il avait la peau noire et les autres étaient vraiment des blancs et alors on les prenait, je sais pas, pour un noir qui est bizarre en fait. Donc sa peau vraiment, à cause de sa peau, on ne pouvait pas le considérer comme tous les autres enfants. On les voyait vraiment autres, on les méprisait pour ça. Je peux ajouter que Benjamin est un enfant qui a été, on va dire, minimisé par sa couleur de peau et aussi lui-même s'est minimisé et ce qui a fait qu'il n'était pas intelligent à l'école et il a connu beaucoup de mépris à l'égard de ses collègues de classe. Ouais. Au début, Benjamin était vraiment le cliché de l'enfant noir. Ouais. Il ne voulait pas étudier à l'école, il était assez médiocre, un peu brutal. On pouvait dire qu'il correspondait à ce que les blancs pensaient de lui. Seul noir dans sa classe, au début, il se distinguait en rien du tout. Il se contentait d'être Ben et on se moquait souvent de lui, c'est vrai. Et à ça, je peux ajouter que c'est le fait qu'il puisse se négliger lui-même qui a fait que les autres puissent le négliger. Et comme il ne savait pas se défendre au niveau intellectuel, il a commencé à dégager sa défense à partir des coups. Et c'est comme ça qu'à un moment dans le film, il frappe un enfant avec le cadenas à la main. Ça. Oui, c'est vrai. Hein? Parfois, vous voyez, les moqueries, ça rend brutal. Mais lorsque on lui a dit, Benjamin, tu sais, on se disait que tu étais le plus bête de la classe, le plus bête de l'école, mais tu as vu dernièrement aux infos, on a dit que tu es le plus bête du monde. Cette phrase, tu es le plus bête du monde, tu es le plus bête du monde, c'est resté dans la tête de Benjamin. Lorsque sa maman est venue le chercher, lorsque il était appelé à répondre, il disait « Maman, je suis bête, mon cerveau est trop bête ». Et à ce moment-là, que faisait sa maman? Quel était son rôle dans la vie de Benjamin à ce moment-là, quand il tombait, quand il était au plus bas de lui? Que faisait sa maman? Christian? Moi, je pourrais dire que sa mère était là comme une personne qui aidait Benjamin à se relever. Parce que, je peux dire comment, d'habitude, Benjamin, il s'est laissé tomber par ses amis, il s'est laissé, je peux dire, troubler par ses amis. Mais lorsque sa mère est venue le chercher, il a dit que tu n'es pas bête, tu es courageux, il a commencé à le motiver. C'est un peu ça. Je vois. Oui, Manassé? Moi, je peux dire que sa maman était en train de l'encourager. Quand il est venu, il a dit à sa maman que je suis bête. Donc, il était en train de se négliger lui-même. Mais quand sa maman l'a dit qu'il peut tout faire, sa maman l'a dit qu'il n'est pas bête et tout, il s'est un peu attaché à ces paroles-là. Et ce sont les paroles de sa mère, les encouragements de sa mère
qu'elle fasse qu'il puisse devenir un grand homme. Parce que si sa mère ne l'avait pas encouragé, toute sa vie, il allait se dire que non, je suis bête, je ne sers à rien, et tout. Mais quand sa mère l'a encouragé, il s'est attaché à ses paroles et il s'est dit en lui-même que non, je peux tout faire. C'est pour cela qu'il est devenu neurochirurgien et un grand homme. Oui. Vas-y. Moi, je dirais que sa mère, c'était comme sa force. Elle le fortifiait à chaque fois qu'il se sentait démoralisé. À chaque fois qu'il pensait qu'il était faible, sa mère lui disait « Tu peux tout faire comme les autres, mais en mieux ». Donc sa mère, c'était en gros sa force. C'est celle qui l'encourageait, le poussait à pouvoir aller au-delà de ses forces. C'est un peu ça. Moi, je pourrais dire que sa mère était du genre pour elle une corde pour lui. Ça le servait à s'agripper pour le sortir de son trou qui est son manque d'intelligence. Quand il se disait lui-même qu'il est bête, sa mère lui servait de corde, sa mère lui disait non, tu n'es pas bête. Sa mère l'encourageait, sa mère l'aidait à sortir des trous. Et je dirais que sa mère est une corde pour lui. D'accord. Moi, je dirais que sa mère était un peu comme un pilier pour lui. Parce qu'à chaque fois qu'il s'est découragé, qu'il s'est sous-estimé, sa mère était là pour le faire prendre conscience qu'il peut être meilleur que ce qu'il portait. Exactement. Je peux ajouter à ce que Claudie a dit. À part qu'elle était comme un pilier, elle a été aussi comme un élément booster. Parce qu'elle a été là pour... Elle a fait un peu comme la raclette. Lorsqu'il y a de l'eau qui stagne dans un endroit, et l'eau va rester là, sans bouger. Mais quand on vient avec une raclette et qu'on pousse, c'est lorsqu'on voit qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau là-bas et que cette eau a été dégagée. Elle a été là comme un élément booster, elle a boosté son enfant à aller et faire le mieux qu'il pouvait. Parce que même à la fin du film, on voit qu'elle lui disait, les phrases qu'elle lui disait de « le livre n'est plus dans tes mains, il est maintenant en toi ». Donc elle a boosté son enfant à faire ressortir ce qu'il avait en lui. Exactement. Un élément booster, un pilier, une corde. Dans ces moments-là, sa maman était toujours là. Elle s'appelait Elisabeth Carson. Elle était toujours là pour son fils. Elle ne l'a pas lâché. Lorsqu'il disait « je suis bête », elle lui disait « non, tu es le plus intelligent, sauf que tu ne sais pas comment utiliser ton intelligence ». Il lui a dit plutôt « mon cerveau est trop bête ». Il lui a dit « maman, j'ai pas d'imagination ». Et elle lui a dit « l'univers tout entier est là-dedans. L'univers entier est dans notre tête. Tout dépend de ce que l'on veut voir. Il faut apprendre à voir au-delà du bout de son nez. » Alors, on a relevé un point assez important. Benjamin était le seul noir dans sa classe, ce qui lui a valu des moqueries, surtout du fait qu'il n'était pas très appliqué. Qu'est-ce que vous diriez de la discrimination? J'aimerais que chacun d'entre vous donne un petit mot sur la discrimination. Pour commencer, se faire discriminer, c'est souvent se moquer de quelqu'un, le dévaloriser sur ce qu'il est. Et je peux aussi dire que souvent, on peut discriminer quelqu'un, mais cette personne, quand elle a quelque chose dans sa tête, les provocations, les moqueries ne peuvent souvent pas le toucher. J'ai déjà vécu ce genre d'expérience. On peut provoquer je peux dire au moins 5 personnes sur une seule personne, mais elle sait réagir par rapport à ce qui est dans sa tête. Parce qu'il y a un contenu dans sa tête, elle ne peut pas se laisser faire. Comme Benjamin, quand il a commencé à devenir médecin, plus personne ne pouvait se moquer de lui. Parce que là, il ne suivait plus les gens, maintenant c'était les gens qui le suivaient à la télé. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais que la discrimination, c'est le fait de mettre quelqu'un à part suite à un facteur plus faible que les autres. Comme Benjamin a été discriminé à cause de sa couleur de peau. Il était discriminé parce qu'il n'était pas blanc comme les autres, il était noir. Et alors, ça faisait en sorte qu'on se moque de lui, qu'on le dévalorise, qu'on le considère comme un enfant qui n'est pas comme les autres, en fait. C'est un peu ça. Oui. Dans sa deuxième école, il a aussi subi une... tu as dit Discrimination. Une discrimination, voilà, du fait que ses habits n'étaient pas comme ceux des autres. Lui, il avait des habits usés, selon les autres. Et donc, la discrimination, comme lui l'a dit, c'est le fait d'être rabaissé à cause d'un élément. Comme lui, il a subi plutôt
une discrimination à cause d'abord de sa couleur de peau, du fait aussi qu'il n'était pas intelligent et après à cause de ses habits. Moi, je pourrais ajouter qu'il a été discriminé dans sa deuxième école. Donc, la discrimination qu'il a subie, c'est le fait qu'on l'a écarté à cause de... D'abord, dans sa première école, on l'a discriminé à cause de sa couleur, on l'a écarté. Et seulement dans sa première école, on l'a discriminé parce qu'il n'était pas documenté. Dans sa deuxième école, on l'a encore discriminé à cause de ses vêtements. Mais ce qui est arrivé dans sa deuxième école, c'est que quand il a subi cette chose-là, il était déjà documenté. Donc il a commencé à se défendre en parlant. Ce qu'il y avait avant, c'est le fait quand il est discriminé, il se défendait avec la main parce qu'il n'était pas documenté. Mais quand il était à sa deuxième école, il subissait des discriminations, mais il se défendait oralement en parlant. Je peux aussi ajouter que les discriminations ne pourront jamais cesser. Parce que les discriminations, c'est une marche vers la gloire. Donc, dans les écoles, de la société, même en famille, ça ne va jamais cesser. Mais c'est à toi maintenant de te documenter pour mieux évoluer dans la vie. La discrimination, ça touche vraiment et ça touche tout le monde. Mais restons un peu dessus un instant. Est-ce qu'il n'y a que les pauvres, les noirs et ceux qui ne sont pas très bien habillés qui sont discriminés? Non. Non, je dirais non parce que déjà j'étais dans une école où on discriminait quelqu'un pour son haleine. Il n'avait pas vraiment une haleine supportable. Du coup, les gens me mettaient à l'écart et des fois on se moquait de lui ouvertement. Des fois aussi, ils ne pouvaient pas supporter, du coup, ils sortaient de la classe juste comme ça. La discrimination, c'est pas seulement quand on a beaucoup, quand on a peu ou bien quand on n'a rien. C'est aussi quand on a un défaut ou bien une qualité que les autres ne peuvent pas avoir. Oui. Et aussi, je peux aussi ajouter, les riches peuvent aussi être discriminés. Par exemple, j'ai déjà entendu plusieurs fois en route, par exemple, quand on dit le président il est passé parce qu'il a touché au fétiche, ou la chance, ou soit il a volé, un truc comme ça. C'est aussi une façon de discriminer quelqu'un juste à cause de son pouvoir. Voilà. Oui. Bon, moi aussi je peux dire qu'on peut discriminer quelqu'un juste parce que la personne est intelligente. Quand tu deviens intelligente dans une classe, on te discrimine, on commence à t'appeler un télo. Donc tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Quand on te voit en train de rire en classe, on te dit, toi, ton travail et ta place est dans les livres, dans les bouquins parce que tu sors toujours première et tout. Et on commence à te discriminer pour cela. Tu ne peux pas blaguer avec tout le monde et tout. Tout ça parce que tu es intelligente, tout ça parce que tu sors première. Alors les gens commencent un peu à te mépriser pour ça. Moi, je peux ajouter aussi qu'on discrimine les gens peut-être à cause de sa taille. Parce que je me rappelle à un temps, je me souviens bien que j'étais court. Je me sauter en classe. Je suis debout en classe, je sors ça, il y a une personne à côté de moi, elle est en train de me faire ça. Pour me montrer que je suis court. Et ça me faisait mal. Je suppose que il y avait des personnes que je voyais à qui on faisait ça. Ils sont courts et ils sursautent à côté de lui, une personne qui est en train de me montrer qu'il est court. Ou soit une personne qui l'a déjà mis la main sur la tête pour montrer qu'il est court. Et ça arrive. Moi, j'ai déjà vu un cas de discrimination, c'est cette année dans dans ma salle de classe plutôt. C'est le cas d'une fille, c'est la première de la classe. Et à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, qu'elle veut parler ou qu'elle veut aussi mettre une blague, il y a toujours des gens qui lui disent Google. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle. Il n'y a pas moyen qu'elle puisse parler. Dès qu'elle veut parler, déjà on dit Google. Pour nous, quand elle ouvre sa bouche, c'est pour directement dire une réponse. C'est seulement ça. Et ça, au fur et à mesure, elle a arrêté de parler. On s'est retrouvé que dans la classe, elle ne parlait jamais. Elle peut avoir une blague, mais elle ne va rien dire. Tout ça parce qu'on l'appelait Google. Ah, vous voyez, hein, la discrimination, c'est pas que pour les pauvres, c'est pas que les noirs. Les blancs aussi sont discriminés. Vous savez, à l'école, j'ai déjà vu une fois, bon, c'était pas une blanche, mais je crois une métissée. Lorsqu'elle était arrivée, elle entre dans la cour, tout le monde a regardé. C'est vrai, d'habitude, quand on est nouvelle dans l'école, ben, on ne remarque pas tout de suite, hein, on est comme tout le monde, on est noir. Donc, au fait, la discrimination relève d'un point qui est différent de celui des autres. Vous voyez, tout le monde a dit, hein, les intellos en classe sont souvent discriminés parce qu'on se dit, elle est trop intelligente, elle ne va pas rire avec nous. Quelqu'un lance une blague et dès qu'elle rit,
L'intello aussi rigole. Elle a aussi des dents. Oui, tout ça là, ça s'appelle de la discrimination. Et sachez que la discrimination, ça touche beaucoup. Pour la plupart, sachez que lorsque tu mets une personne de côté parce qu'elle est intelligente, parfois, il y en a qui réagissent de diverses manières. Il y en a qui réagissent de manière à atténuer, à cacher leurs différences. Donc elle va se dire, si jamais j'étais pas très intelligente, si j'étais comme tout le monde, tout ira bien. Mais à vous qui subissez ces choses, sachez une chose, lorsque on est dans un problème, on peut choisir d'être la victime, on peut choisir d'être la proie, tout comme on peut choisir d'être le prédateur. Ce qui fait que la discrimination est discrimination seulement lorsque tu acceptes d'être discriminé, lorsque tu acceptes de te renfermer, lorsque tu acceptes de te garder sur le petit point qui fait ta faiblesse. Là, c'est de la discrimination. Vous voyez? Apprenons à nous relever. C'est aussi le cas qu'on a parlé avec Rudy au début de l'émission sur les élèves qui étudient à l'âge d'or. Ah. Quand ils se retrouvent dans un lieu là où il y a tout le monde et qui veulent faire leurs blagues ou qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent, on dit seulement il est de l'âge d'or. Ouais, Donc, comme il est de l'âge d'or, de l'âge d'or. il ne peut pas rester avec nous. Hein. On se dit aussi, ok, tel est de telle école, ça veut dire que lui, il marche avec telle catégorie de personnes. C'est ce qui crée aussi la plupart de nos groupes. On se retrouve ensemble, on se met ensemble parce que nous, on habite ici, parce qu'on étudie là. C'est pas une bonne chose. Faut ouvrir, faut savoir s'ouvrir pour tout le monde et sur tout le monde. Bon, moi aussi j'ai ajouté parce que du fait que j'arrive souvent à me distinguer dans ma classe, à chaque fois on parle de l'esprit d'équipe, tout le monde m'attaque directement. Tout ça parce que je ne suis pas comme eux. Et moi, je me concentre vraiment à étudier et alors, ça leur fait un peu de la peine et tout, que j'arrive toujours à me distinguer à chaque fois, depuis la première au fait. Et quand on fait une vague, on parle de l'esprit d'équipe, c'est toujours Loudi, c'est elle n'est pas comme les autres, elle traîne toujours avec les intelligents, alors que c'est faux. C'est un peu ça aussi, c'est aussi une sorte de discrimination, mais la discrimination, comme elle a dit, n'est discrimination que si tu te laisses discriminer. Mais si tu es plus forte et plus fort que ce qu'on dit sur toi, tu vas toujours arriver à faire mieux que les autres. Voilà. Continue. À quel moment de la vie de Benjamin est-ce que les choses ont changé? À quel moment est-ce que tout a pris une autre tournure? À quel moment est-ce que Benjamin, le plus bête du monde, à quel moment est-ce que celui qui avait toujours des F est devenu différent? Qu'est-ce qui a changé? À quel moment? Moi, je pourrais dire que lorsqu'il a pris conscience, parce que je me rappelle lorsqu'on essaie de surveiller la série, il y a un tas là où sa mère ne savait pas lire. Oui. Benjamin venir avec un livre en montrant sa mère a dit, a regardé juste comme ça, mais sa mère ne savait pas lire. Et puis il a dit que toi, essaie de lire. Benjamin essaie de lire, mais il ne savait pas lire. Et puis on a dit, je dois te payer le lunettes. Et puis sa mère s'est déplacée, c'est alors que Benjamin, sa mère avait donné un devoir qui doit retenir les tableaux, des tables de multiplication. Oui. C'est alors que moi, je peux dire qu'il a pris conscience, c'est par là. C'est un peu ça. Bon, moi je dirais que Benjamin a pris conscience lorsqu'il a commencé à lire. Quand il a commencé à lire, il a découvert les secrets que la lecture cachait. Il y avait vraiment une profonde connaissance dans la lecture. C'est quand vraiment sa vie avait pris une autre tournure et il a commencé à exploiter ses capacités. C'est un peu ça. Oui. Je pense que le déclic aussi s'est passé, c'est au moment où sa mère a éteint la télé. C'est là que le déclic a commencé. Quand elle est venue de son premier boulot, là où elle devait nettoyer chez un docteur qui avait beaucoup de livres. Et quand elle est rentrée à la maison, la première chose qu'elle a faite, sans dire bonjour à ses enfants, elle a d'abord éteint la télé et puis elle les a dit de ne pas faire, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qu'eux aussi doivent le faire. Et c'est comme ça qu'il a eu un déclic en allant à la bibliothèque et en lisant plein de livres. Donc, lorsqu'on éteint la télé, lorsqu'on apprend à lire, on évolue. Ça se voit, hein? Quel est l'élément majeur? Donc, qu'est-ce que Benjamin a dû améliorer? Quelle est la chose qu'il a dû introduire dans sa vie pour découvrir un nouveau monde? Parce qu'on remarque qu'à un moment, il a répondu en classe, il a donné une réponse pertinente et le professeur lui a dit « Tu vas rester avec moi à la fin ». Juste après, le professeur l'a placé devant un microscope pour lui dire « Benjamin, tu viens de découvrir un nouveau monde ». Qu'est-ce qui a été sa porte d'entrée vers le nouveau monde? On commence ici.
La porte d'entrée dont le professeur a parlé, ça a commencé il y a une partie du film, là, on montre qu'il marchait sur des roches, lui et son grand frère. Il y avait plein de roches par terre. Et il y a, parmi les pierres qui étaient par terre, il y a une qui lui a un peu tiqué. Et il a ramassé la pierre. Et comme ils étaient sur le chemin pour aller à la bibliothèque, ils sont partis à la bibliothèque et d'abord il est parti voir la gérante de la bibliothèque. Il a demandé à la madame s'ils n'avaient pas un livre qui parle des pierres. Et la madame lui a répondu. Il est parti chercher les livres, il a commencé à se documenter sur les pierres. Et je pourrais dire, comme dans le film on n'a pas montré les jours ou le moment après, je pourrais dire que même le lendemain, il est parti à l'école et on les a enseignés sur les pierres. Et le professeur a posé la question sur la pierre qu'il avait en main, il a répondu. Et c'est quand je pourrais dire que le nouveau monde, c'était à partir de là. Ok. Moi, je pourrais dire c'est alors lorsqu'il était parti à l'église. Parce que lorsqu'il était parti à l'église, il n'était pas parti se jouer avec sa mère. Oui. Et puis parce que d'habitude, sa mère, il parlait beaucoup plus de l'imagination. Il a commencé à s'imaginer. C'était pour sa première fois que moi, je pourrais dire qu'il a commencé à imaginer. C'est un peu ça. Oui. Ce sont des points importants. Lorsqu'il a commencé à lire, lorsqu'il a commencé à imaginer. Allons-y. Moi, je dirais que c'est l'effet des informés. Bon, Benjamin ne s'était pas arrêté sur les cours qu'on lui donnait, il ne s'était pas arrêté juste d'étudier. Il partait à la bibliothèque, il cherchait les livres, et quand il voit quelque chose qui l'intéresse, il s'est posé la question comment ça marche, comment ça fonctionne et tout. C'est pour cela que c'est comme ça qu'il entre dans ces nouveaux mondes, en s'informant et d'autres choses. S'informer. Je pourrais dire aussi, comme elle a dit, il a commencé à s'informer. Je me rappelle quand on était venu pour la première fois ici, et, quand on était en train de placer les micros, il a regardé. Il a commencé à citer ce qu'il pouvait avoir dedans. Donc, Christian t'avait expliqué comment ça fonctionne. Ouais. Donc, d'abord, quand il a commencé à regarder, ça l'a intéressé. Parce que d'habitude, nous, on peut voir quelque chose, on peut dire, bon, par exemple, c'est une fleur. Quoi? C'est juste une fleur. On peut la laisser là-bas. Mais lui, il s'est informé. Parce que moi, je pouvais regarder là-bas, je pouvais dire, c'est un caillou. Je laisse là-bas. Mais il a vu que c'était différent. Alors, il est parti à la bibliothèque chercher d'où ça venait. Ok, c'est vrai. Le Ben d'avant et le nouveau Ben, celui qui est devenu le docteur et celui qui était avant le simple Ben dont on se moquait en classe. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que vous remarquez? Quels sont les caractères de l'ancien Ben et les valeurs du nouveau? Oui. L'ancien Ben était négligent. Il était négligent. D'abord, comme montrer ce qu'il faisait à la maison, il ne révisait pas. Il était toujours à l'école. Et quand il arrive à l'école, il avait des mauvaises notes. Et puis après, d'abord l'ancien Ben, quand on le provoquait, il frappait. Mais le nouveau Ben, il a d'abord appris à réviser, à se documenter. Et quand on le provoque, il réagit en parle. Ouais, pour lui dans sa vie des choses importantes. Lodi? Bon, moi je dirais la différence entre les deux, d'abord c'est la foi. Quand les Ben d'avant ne croyaient pas en lui, mais les Ben de maintenant, bon, après dans le film, on arrive à voir que Ben commençait à se faire confiance d'abord lui-même et à faire confiance à Dieu. Il a prié pour que Dieu puisse l'aider à abandonner la violence. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il a au moins changé, il n'était plus violent avec les autres, il a commencé à croire. Donc, moi je dirais le point de différence, c'est la foi. C'est un peu ça. Oui, je trouve que le point de différence aussi, c'est le fait qu'au début, il ne connaissait pas son identité. Du fait qu'il ne savait pas qu'il était enfant de Dieu. Parce qu'au début, il ne cite pas tellement Dieu, il ne cite pas tellement la foi. Donc, il ne connaissait pas son identité
Déjà, pas seulement en Dieu, mais aussi il ne savait pas qu'il était intelligent. Il ne savait pas qu'il avait du potentiel. Et le fait que sa mère lui dise chaque fois, tu as du potentiel, tu es intelligent, tu as de l'imagination, ça a commencé à construire son identité. Il a commencé à prendre conscience de son identité. Et plus la foi, vu que sa mère l'amenait à l'église, ça a changé aussi Ben. Et c'est ce qui a fait que même à la fin du film, connaissant son identité, pendant qu'il opérait, à la fin, il a dit, et maintenant on prie. Il a reconnu maintenant qu'il a Dieu avec lui et qu'il peut tout. Je pourrais dire aussi que la différence, c'est que l'ancien Ben, lui, d'une part, il s'est sous-estimé lorsqu'il partait, donc lorsqu'il était avec ses amis par-ci par-là. Il s'est sous-estimé trop, tout ça, c'est qu'il faisait d'une part à ce qu'il puisse avoir des mauvaises notes à l'école. Mais le nouveau Ben, lui, au contraire, il croyait en ses capacités. Et aussi du fait qu'il avait confiance en lui-même. Il a pris conscience de ce qu'il avait réellement en lui, ce qui avait fait à ce qu'il puisse améliorer sa mentalité, si je peux dire comme ça. D'accord. À bout de force, pratiquement en dépression, la maman de Ben se décide un dimanche de ne pas aller à l'église, un autre jour d'aller se confier à un homme, je crois, un psychologue qui l'a aidé tout le temps. Dites-moi, selon vous, cette femme mariée à 13 ans qui a vécu de foyer en foyer, de famille d'accueil, d'une famille d'accueil à une autre, comme ça, qu'est-ce qui l'a permis tout ce temps de tenir debout? Est-ce que c'était ses enfants? Est-ce que c'était Dieu ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Moi, dans ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait permis de tenir, c'est qu'il avait poussé aussi à aller voir les psychiatres, c'était ses enfants. Parce que déjà, comme toutes les mères, elle s'est dit, si j'ai laissé tomber mes enfants, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment est-ce qu'ils vont grandir? Et donc, à cause de cet attachement à ses enfants, elle s'est fixé l'objectif de garder la ligne avec eux et de rester pour les aider. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est... Bon, en passant, je peux citer mon père, que je salue en passant. Il a toujours dit qu'on peut commencer à se dépasser. On doit le dépasser, on ne doit pas arriver là où il est, mais on doit le dépasser. C'est ça qu'elle voulait aussi pour ses fils, qu'elle puisse les dépasser. Parce qu'elle ne savait pas lire. Elle est allée devant le psy, elle a dit « J'ai peur que mes enfants finissent comme moi ». Alors, c'est ça qui l'a permis de continuer et de vouloir que ses enfants puissent aller à la bibliothèque et apprendre leur table de multiplication par cœur. Je pense que c'est la même chose. Elle voulait que ses enfants ne puissent pas vivre la même chose qu'elle. Elle s'est mise à plat sur ses enfants parce que je crois qu'on n'avait pas donné... Dans le film, on ne donne pas l'âge de Benjamin au moment où sa mère était en dépression, mais peut-être en me fiant à sa taille, je peux dire qu'il avait aussi 13 ans. Et elle se disait, elle a été mariée à 13 ans. Elle ne veut pas que ses enfants retombent dans les mêmes bêtises, dans les mêmes choses qu'elle a faites en grandissant. Et elle a voulu que ses enfants puissent connaître une vie meilleure plus que celle qu'elle a vécue. Le désir que ses enfants puissent avoir une vie meilleure. Le désir de voir ses enfants dans un avenir meilleur, dans des meilleures situations que ce qu'elle a vécu. Prenons un moment, lorsque Ben a grandi, au moment où il devient interne à l'hôpital Joseph Hopkins, c'est ça? Ben savait qu'il était différent. Il savait qu'il n'était pas comme tout le monde. Il était différent déjà de sa couleur de peau. Lui, il arrivait, il avait une bourse, une recommandation. Et au premier instant, lorsqu'il a voulu donner une certaine impression au docteur qu'il enseignait, le docteur lui a dit « Je me fiche de ce que vous pensez. Ne croyez pas que vous êtes meilleur parce que vous êtes différent. » Qu'est-ce qui a permis à Benjamin de rester calme, de regarder le docteur et de dire « Vous avez fini ?» Sans cette fois-ci le frapper avec un cadenas, sans cette fois-ci se munir d'un couteau. Cette fois-ci, Ben l'a regardé. Il n'a rien dit. C'est quand Ben l'a regardé, il a dit « Vous avez fini ?»
parce qu'il savait ce qui était en lui. Donc, il ne pouvait pas se négliger. C'était pas le Ben d'avant, mais c'était le Ben de maintenant. C'est lui qui savait ce qu'il y avait en lui. Il savait que là, j'ai raison. Donc, c'est comme ça qu'il a réussi. À toi la parole, Lydie. On arrive à voir d'abord dans les films que Ben avait prié pour que Dieu l'aide à abandonner la violence. Donc moi je dirais que c'est un peu aussi grâce à Dieu. Dieu l'avait aidé vraiment à pouvoir abandonner ces côtés-là violents qu'il avait, utiliser les cadenas pour frapper ses amis, des couteaux, etc. Moi je dirais aussi que c'est ça. Et il n'avait pas besoin de prouver qu'il connaissait. Parce que quand tu as quelque chose, tu n'as pas besoin forcément de prouver aux autres que tu l'as. Parce que toi-même, tu es conscient que tu l'as. Et les personnes qui savent reconnaître que tu as cette chose n'auront pas besoin plutôt de te dire de prouver que tu as ça. Donc, il savait ce qu'il avait, il savait ce qu'il était. Ben savait ce qu'il était et c'est ce qui a fait que quand il s'est retrouvé devant le médecin, ce n'était pas n'importe quel médecin, c'était son chef, son patron. Qui peut faire ça devant son patron? Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, vous avez fini pendant une seconde. Tu veux qu'on t'ait licencié ou bien? Donc, sachant ce qu'il était, sachant ce qu'il pouvait faire, et donc quand il a enfin pris conscience qu'il est assez documenté, c'est à ce moment-là qu'il a pris le courage de regarder son patron dans les yeux, un patron aussi blanc. Alors qu'à l'époque, les blancs faisaient peur aux noirs. Parce qu'il ne suffit qu'ils puissent juste claquer du doigt, on peut te licencier, on peut te mettre à la porte. Mais sachant qui il est, il a pris la confiance, de l'audace. Il a regardé son patron, son chef, et il lui a dit, vous avez fini. Voilà. Moi, je dirais qu'il avait pris conscience de ce qu'il est devenu. Il a pris conscience de ce qu'il a appris depuis que sa mère avait été à la télé. Il a pris conscience, sa tête maintenant était bien formée, bien munie. Il savait maintenant qu'est-ce qu'il est devenu et pourquoi il est devenu. C'est comme ça qu'il a dit à son chef, vous avez fini. Oui, ça c'est très très vrai. Comme il a dit, il a prié pour que Dieu l'aide à arrêter la violence. Et Ousmane dit maintenant, il a pris conscience de ce qu'il était, donc il n'avait plus besoin de riposter par les coups. Il était une nouvelle personne et il savait qui il était. Sa mère lui a dit à un moment, donc après qu'il ait étudié, il a fait un rêve où sa maman lui a dit, tu n'as plus besoin du livre, le livre est en toi. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire ce qu'elle voulait exactement dire par cette phrase? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Le livre est en toi. Oui. Sa maman voulait dire qu'il a beaucoup lu, il s'est documenté, il a beaucoup appris. Maintenant, c'est le moment de reproduire. C'est le moment de mettre sur le papier ce qu'il a appris, ce qu'il a lu. Il a lu, c'était avec la bouche, maintenant il doit écrire avec les mains. Il doit mettre maintenant ce qu'il a appris sur les papiers. Voilà. Moi, je dirais que, moi je ne contredis pas ce qu'il a dit, je dirais que sa mère lui parlait de la connaissance qu'il avait en lui. Oui. Et cette connaissance qu'il avait en lui, et sa mère, là, sa mère le poussait à exercer cette connaissance qu'il avait en lui. C'est un peu ça. Exactement. Maintenant qu'il avait lu, c'était le moment de reproduire ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait lu était dans sa tête. Je peux ajouter quelque chose qui colle avec la Bible et le passage là. C'est le passage dans la Bible, je ne connais pas de... Voilà, clairement. C'est le passage qui dit « Écris la prophétie sur la tablette de ton cœur ». D'accord, je vois. Il savait maintenant qui il était. Il savait ce qu'il avait en lui. Et c'est ça qu'on va prendre une prophétie. La prophétie maintenant est en toi. Okay. Et maintenant, quand tu vois un prophète à la chair, il n'a pas la Bible en train de dire je suis prophète. Donc, il agit directement, sachant qui il est. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Il savait, le livre était maintenant en lui, le savoir était maintenant en lui. C'était le moment maintenant de le faire sortir. Alors, maintenant, la dernière phase. Qu'est-ce que chacun a retenu de Benjamin? Qu'est-ce que chacun a retenu de la maman de Benjamin? Parce que sans le dire vraiment comme ça, c'est quand même le deuxième personnage principal. Oui.
Bon, d'abord, moi, ce que j'ai à retenir de la mère de Benjamin est que nous devons toujours être là pour les autres, à les fortifier et non à les décourager. Nous devons toujours être ces personnes-là. Quand tu as un ami qui est à tes côtés, qui sent qu'il n'a plus de force, qui se sent défavorisé, qui se sent dévalorisé, tu dois toujours être là pour le consoler, vraiment le remonter le moral et le faire comprendre qu'il vaut mieux que ce qu'il pense. Et aussi de Benjamin, j'ai retenu plutôt que nous devons être ces personnes qui croient en eux. Au départ, Benjamin tout petit disait à sa maman déjà son rêve. Et moi je dis que s'il n'avait pas cru en cela, il ne serait pas devenu ce qu'il voulait être. Donc nous devons apprendre à nous faire confiance, à avoir confiance en nous-mêmes et à nous valoriser plus que les autres. C'est un peu ça. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que dans le film, Benjamin a prouvé que on ne doit pas faire ce que les gens disent que nous pouvons faire. On doit faire ce que nous disons qu'on peut faire. On doit atteindre nos propres objectifs. Parce que si Benjamin avait dit à ses camarades de classe qu'il serait neurochirurgien plus tard, personne ne l'aurait cru. Mais quand il s'est donné lui-même, il a fait des sacrifices. Là, on s'est révisé, étudié, essayé de documenter suffisamment pour devenir neurochirurgien. Et maintenant, il a réussi parce que lui, il croyait en ce qu'il devait devenir. D'accord. Je voulais ajouter sur ce que vous avez dit. D'abord pour la mère de Belle. C'est vrai, il faut apprendre à être une personne pour consoler les autres. Pour consoler une personne qui est à côté de toi, qui n'est pas dans son état naturel, qui se décourage. Il faut apprendre à être là pour le ramener dans le droit chemin, l'expliquer, le conseiller pour le ramener sur la bonne route. Et pour Ben, j'aimerais dire que un travail acharné amène à une grande réussite. Il s'est acharné, il a lu et maintenant il est arrivé à être neurochirurgien. Exactement. Plusieurs leçons à retenir d'un très bon film. Je vous conseille de le suivre. En tout cas, lui, c'est un film qui, sous plusieurs facettes, dit des grandes choses. Aujourd'hui, j'aimerais que cet après-midi, vous puissiez aller avec les phrases de la maman de Benjamin. Il y a plusieurs phrases qu'elle dit comme ça, mais qui touchent. La première phrase, l'univers tout entier est dans ta tête. Apprends à voir au-delà de ce que tu vois. Pour une deuxième phrase, personne sur Terre ne t'empêchera de devenir ce que tu veux être à condition d'y mettre de la volonté. Elle a encore dit, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun moment où Dieu va te lâcher. Et elle lui a dit, on ne peut pas bâtir sa vie en faisant comme tout le monde. Si tu veux être remarqué, fais quelque chose que les autres ne font pas. Reste l'intello que tu es pour qu'au fil du temps, on puisse te voir autrement. Ne fais que pas regarder les autres à la télé. Aspire à ce que tu sois la prochaine personne que l'on puisse regarder à la télé. Dans la vie, tu peux faire tout ce que les autres font, mais toi, tu peux le faire encore en mieux. C'était Cinéforum comme émission, c'est un programme de vacances. Merci de nous avoir suivis et j'espère que vous suivrez le film encore. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.